Bonjour à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue dans cet épisode en longueur sur les fibres alimentaires. Si vous avez écouté la mini-série la semaine dernière, vous pouvez directement aller au bonus situé en fin d'épisode concernant un point très discuté en ce moment, la fameuse question des oxalates. Et pour celles et ceux qui découvrent cet épisode, eh bien, on va définir les fibres, explorer les effets sur la santé, sur les sensations alimentaires, sur les ballonnements et sur la régulation du poids. Avant de commencer cet épisode, deux petites infos. Ce sont les derniers jours pour bénéficier de la promo du Crudibook, mon ouvrage numérique sur les crudités avec 25 recettes fraîches et le guide pour réduire vos ballonnements et autres inconforts digestifs tout en se faisant plaisir. Il y a 25 pages, mais ça valait la peine de creuser la question. Vous pouvez le commenter directement sur le premier lien en description de cet épisode. Deuxième info, si pour vous 30 grammes de fibres par jour, ça vous semble flou et vous ne savez pas si vous êtes loin ou pas des recommandations, eh bien je vous ai fait une newsletter très pratique sur la question avec beaucoup d'infos pour les abonnés gratuits et un bonus pour les abonnés à la version payante de ma newsletter. Ce sera le deuxième lien en description de cet épisode. Allez, on commence tout de suite avec qu'est-ce qu'une fibre et pourquoi notre organisme ne les digère pas comme les autres nutriments, les protéines, les lipides ou les glucides. On nous dit qu'elles sont indispensables, ces fameuses fibres, qu'il en faut plus, qu'il en faut davantage dans nos assiettes. Mais la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre vous, manger des fibres est devenu synonyme de ventre qui gonfle, de digestion bruyante ou même tout simplement de frustration devant une assiette de crudité qui ne calme ni la faim ni la satisfaction gustative. J'évoquerai aussi ces points-là. Alors déjà, pour comprendre les fibres, il faut comprendre un peu comment votre organisme gère le reste, entre guillemets. Donc quand vous mangez des aliments comme des pommes, des choux, du fromage, ceux-ci contiennent des nutriments. Les nutriments, notamment les macronutriments, ce sont les protéines, les glucides, les lipides, selon les différents aliments. Ils ont des teneurs différentes, bien entendu. Et votre tube digestif déploie une armée de ciseaux, entre guillemets, notamment les enzymes, pour tout découper, là encore je remets des guillemets, en minuscules molécules. Le but, c'est de digérer ces nutriments et qu'ils partent pour un merveilleux et long voyage intestinal et qu'à la fin, tout passe dans votre sang pour nourrir vos cellules, vos organes. Mais les fibres, petite subtilité, eh bien, ce sont des rebelles. Ce sont les parois, les squelettes des végétaux. Et le corps humain ne possède pas forcément les ciseaux nécessaires pour les découper. Je remets toujours des guillemets à cette expression-là. Résultat, eh bien, elles traversent votre estomac et votre intestin grêle, bien sûr, sans être absorbées. Elles restent intactes. Donc à première vue, quand je vous dis ça, peut-être qu'on pourrait se dire: «Bah, tiens, quel intérêt de manger quelque chose que je ne digère même pas?» C'est même un argument que j'ai entendu chez certains, carnivoristes. Aucun intérêt les fibres, on ne les digère pas, donc aucun intérêt. Là aussi, je reviendrai sur ces points-là. C'est justement là que la magie «opère» entre guillemets. Alors les fibres, elles jouent un rôle d'abord de lest, c'est-à-dire qu'elles créent une masse qui va tout doucement, eh bien, se mettre sur les parois de l'intestin et déclencher le signal du mouvement. Et elles jouent un rôle d'éponge, c'est-à-dire qu'elles vont retenir l'eau, empêcher vos selles de devenir trop sèches et trop difficiles à évacuer. Donc en fait, les fibres sont un lubrifiant et un accélérateur naturel. Sans ce convoi entre guillemets de fibres, votre transit tourne au ralenti. Sans elles, les produits de votre digestion restent en contact avec votre paroi intestinale plus longtemps et ça, dans certains cas, selon certaines substances, ça peut poser des problèmes pour la santé à moyen terme. Maintenant, il y a des types de fibres. Toutes les fibres alimentaires ne se ressemblent pas. Pour simplifier, on va les diviser en deux teams. Les fibres insolubles, le fameux lest, on les trouve dans la peau des fruits, les légumes à feuilles ou par exemple le son de blé. Elles ne se mélangent pas à l'eau. Leur rôle est plutôt un rôle mécanique. Elles agissent comme une sorte de petit balai qui stimule les mouvements de l'intestin, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. C'est les petits mouvements internes de l'intestin et ils sont chargés d'accélérer légèrement le transit. Donc on retient les fibres insolubles, ça ne se mélange pas à l'eau et ça fait le rôle de balai.
Deuxième type de fibres, les fibres solubles. Elles sont présentes dans la chair des fruits, notamment la pectine, l'avoine ou les légumineuses, et au contact des liquides, elles se transforment en un gel visqueux. Ce gel permet de ralentir l'absorption des sucres, des glucides, de piéger une partie du cholestérol et surtout, il sert de festin à votre microbiote. Je mets aussi des guillemets à festin, bien entendu. Donc, on retient fibres solubles, ça se mélange à l'eau et ça forme un gel. Insoluble, ça ne se mélange pas à l'eau et ça fait le rôle de balai. Soluble, ça se mélange à l'eau et ça forme un gel qui a des petits pouvoirs magiques. Bon, bien souvent, les aliments de notre quotidien contiennent un peu des deux. Parfois, c'est du 55-45%. Si vous voulez, je vous ai fait une liste complète dans mon Crudibook avec une liste d'aliments. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Et pour finir, je ne sais pas si vous savez, mais les fibres alimentaires, on dit qu'elles sont acaloriques, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent pas de calories. Donc à ce titre-là, elles ne sont pas exactement comme les protéines, lipides, glucides. En réalité, elles en contiennent un tout petit peu quand même, et c'est pas une mauvaise chose. Si vous lisez les règlements européens sur l'étiquetage, vous verrez que les fibres comptent pour environ 2 calories, c'est moitié moins que les glucides ou les protéines. Ces calories-là proviennent de la fermentation. Quand vos bactéries mangent les fibres, majoritairement des fibres solubles, elles rejettent des petits déchets appelés les acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate. Et ces acides gras à chaîne courte sont une source d'énergie, mais elles servent d'abord à nourrir les cellules de votre côlon, les colonocytes. Et les colonocytes, ce sont des cellules qui sont coprophages. Coprophage, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que contrairement à la quasi-totalité des autres cellules de votre corps qui tirent leur énergie de la dégradation des nutriments ou des graisses qui circulent dans votre sang, eh bien, ces cellules coprophages vont tirer 70% de leur énergie directement du contenu de l'intestin via la fermentation des fibres. Donc, en résumé, vous ne mangez pas des fibres pour construire le muscle ou produire un effort physique via les glucides, le glycogène, etc. Vous les mangez entre guillemets pour payer le loyer de votre écosystème intestinal. Et c'est clairement un investissement pour votre santé digestive et votre santé tout court. Mais ça, c'est l'objet de l'épisode de demain. Alors, si vous demandez à n'importe quel expert en santé, ou plutôt les plus sérieux d'entre eux, quelle est la seule habitude alimentaire capable de réduire drastiquement le risque de maladie chronique? Il vous parlera pas de super aliments ni de régime tendance, encore moins de masque à la lumière rouge qu'on est censé se mettre sur le visage à 6 heures du matin, enfin j'espère. Il vous parlera plutôt d'un chiffre, le chiffre 30. 30 grammes de fibres par jour. C'est la recommandation de l'ANSES en France et dans d'autres pays. Pourtant, 8 Français sur 10 n'atteignent pas ce seuil. Je crois de mémoire, c'est 13%, quelque chose comme ça, qui atteint ce seuil de 30 grammes. Et la majorité, on tourne plutôt autour de 18 grammes. Ce fossé de 12 grammes là qui nous manque, le fiber gap, c'est le chaînon manquant de notre santé globale. Alors, pourquoi on n'en mange pas assez? Pourquoi ce déficit? Si je regarde les chiffres des grandes études nationales comme INCA 3 ou l'étude Esteban, le constat est assez clair. Nous consommons en moyenne 2 fois moins de légumineuses que nos grands-parents et moins de la moitié des adultes français atteignent les recommandations minimales en fruits et légumes. Je crois que c'est 42%, je vérifierai. La réalité, c'est que notre alimentation, elle s'est un petit peu raffinée, pas forcément dans le bon sens du terme. Déclin des légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, qui sont très riches en fibres, mais qui ont été relégués au second plan, souvent perçus peut-être comme étant trop longs à préparer, trop lourds, ou juste peut-être qui demandent un peu plus de savoir-faire culinaire, un peu plus de cuisine. Même si je note les efforts du PNNS, le plan national nutrition santé, pour quand même les mettre en avant. Ensuite, on a pris l'habitude du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, et quand on retire l'enveloppe des céréales, donc le son des céréales, on retire une partie des fibres, mais aussi une partie des minéraux. Et globalement, il y a un manque de frais. Consommation de fruits et légumes stagne au profit de produits plus transformés, où la fibre a été broyée ou extraite, ou les deux d'ailleurs, pour améliorer la texture des aliments. Alors pourquoi les fibres sont nos alliés de notre santé? J'ai préféré détailler 3 raisons, 3 mécanismes, 3 effets
sur notre santé plutôt que de les lister, en mode, 10 ou 12 parce que je trouve que c'est plus efficace, plus fonctionnel que vous reteniez 3 effets, et que vous sachiez, les expliquer pour vous ou vos proches. Je trouve ça plus utile, en fait, pour vous. Je pense d'abord au piège à cholestérol. Je mets cette expression quand même entre guillemets, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour bien digérer les graisses de vos repas, votre foie, il fabrique un produit spécifique, la bile. On dit que c'est un des produits qui sert à l'émulsion des lipides. On peut aussi dire que c'est une sorte de liquide vaisselle naturel et pour fabriquer ce produit, le foie a besoin d'une matière première principale, votre cholestérol. Retenez bien cette information. Le foie a besoin de votre cholestérol. Alors, en principe, une fois que la bile a fini son boulot dans votre intestin, là, pour aider à la digestion des graisses, eh bien, elle est réabsorbée en fin de parcours et renvoyée au foie pour être réutilisée. Donc, le cholestérol reste en circuit fermé dans votre organisme. Merci, cher petit corps, d'être bien fait comme ça. C'est merveilleux. Et c'est justement là que les fibres interviennent. Les fibres, et principalement les fibres solubles, comme celles de l'avoine, de la pomme, des graines de chia ou même les légumineuses ou les agrumes, eh bien, se transforment en un gel visqueux au contact de l'eau. Ça, on l'a vu dans l'épisode numéro 1. Ce gel, il va venir emprisonner, entre guillemets, une partie de la bile, un peu comme une éponge qui absorberait du liquide vaisselle. Résultat, au lieu d'être recyclée et de retourner au foie, cette bile piégée est naturellement évacuée par les selles. Et c'est là que ça devient super intéressant. La réaction du foie, eh bien, il va dire: «Il me manquait quelque chose». Puisqu'il manque de la bile pour le prochain repas et que le foie n'a pas pu la recycler, eh bien, il doit en fabriquer de la nouvelle de bile. Et donc, pour cela, il n'a pas d'autre choix que de piocher dans les stocks de cholestérol qui circulent dans votre sang. Et c'est là qu'il va réquisitionner le cholestérol LDL. Cholestérol LDL, c'est celui qui est plus connu comme étant le fameux mauvais cholestérol, même si en réalité, je pense que vous le savez aujourd'hui, il n'existe qu'une molécule de cholestérol et deux transporteurs, HDL et LDL. Et LDL et LDL, c'est étiqueté comme étant le mauvais cholestérol. Mais bon, bref, je ferai un épisode plus complet là-dessus. Et donc, il va réquisitionner le cholestérol LDL qui circule dans votre sang pour le transformer en nouveaux acides biliaires. Et donc c'est ainsi que jour après jour, après votre repas, les fibres agissent comme une pompe naturelle qui vient réduire votre taux de cholestérol sanguin sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que d'en mettre régulièrement dans vos assiettes. Ensuite, deuxième effet protecteur des fibres, on a vu que les fibres solubles elles créent un gel dans votre intestin qui ralentit l'absorption des sucres, des glucides plutôt, et il emprisonne les molécules de glucides, c'est-à-dire qu'elles sont moins libres de foncer plus rapidement vers le sang, elles sont un petit peu engluées dans ce maillage, ce gel un peu visqueux, et il ralentit aussi le travail des enzymes, donc vos ciseaux entre guillemets naturels qui servent à dégrader les molécules, eh bien ils mettent plus de temps pour découper, dégrader les molécules de glucose. Et donc avec l'ajout de fibres, c'est comme si vous transformiez une sorte de grosse rivière ou de gros torrent en un ruisseau plus régulier. Je précise quand même que vu ce qu'on entend depuis 2 ans maintenant, que les variations de glycémie, à savoir le taux de sucre dans le sang, sont tout à fait normales et physiologiques. Chez une personne en bonne santé, l'organisme est fait pour gérer ces fluctuations grâce au pancréas. Et si vous êtes très sédentaire ou si vous avez des antécédents de diabète dans votre famille, intégrer plus régulièrement des fibres à vos repas est une excellente manière de jouer la carte de la prévention à long terme. Troisième effet protecteur pour votre santé, c'est le rôle de barrière. Peut-être qu'on peut comparer, c'est peut-être un peu osé, quoique, le côlon a une sorte de station d'épuration. C'est là que transitent tous les produits de la digestion, y compris certains déchets, avant d'être évacués. Le côlon, c'est une des dernières parties de l'intestin qui se situe juste avant le rectum. Le problème, c'est que certains de ces déchets ne sont pas tendres
avec les parois, entre les résidus de produits transformés ou certains composés issus de la digestion des protéines animales. Votre muqueuse intestinale est soumise à rude épreuve et c'est ici justement que les fibres jouent leur rôle de garde du corps. Elles agissent de manière complémentaire. D'abord la dilution. En retenant l'eau, les fibres augmentent le volume des selles, elles agissent comme une sorte de diluant. Donc ça veut dire que les substances toxiques sont noyées dans la masse et se retrouvent moins concentrées contre vos parois intestinales. Et deuxième manière d'agir, l'accélérateur de transit. C'est le fameux temps de contact dont on parlait. Sans fibres, les produits de la digestion stagnent plus longtemps et c'est un peu comme une poubelle qu'on oublierait de vider. Plus elle reste longtemps, plus elle peut devenir agressive pour son environnement. Les fibres assurent un passage plus fluide et plus rapide. Je m'entends parler, quand je dis poubelle et déchets toxiques, tout ça, c'est peut-être un petit peu anxiogène pour vous, mais en gros, tout le job du processus de digestion et d'assimilation, c'est que, l'organisme puisse trier ce qui lui sert, ce qui va servir à ses cellules, de ce qui va pas lui servir et qui va transformer en urine et en matière fécale pour s'en débarrasser ensuite. Donc c'est pas dans ma bouche, c'est pas quelque chose, d'absolument nuisible dont il faudrait, se débarrasser, ne pas faire rentrer dans son corps et cetera. C'est juste le process qui est comme ça et l'organisme ensuite qui fait le tri. Voilà, je préférais, préciser parce que c'est vrai que certains mots peuvent, peut-être activer des choses pour vous donc je prends cette petite précaution. Alors les études montrent d'ailleurs qu'une consommation de 30 grammes de fibres réduit significativement le risque de cancer colorectal. Hem et oui, parce que les fibres ne se contentent pas d'aider au transit, elles assurent que les déchets ne fassent que passer. C'est particulièrement vrai lorsque vous mangez, des charcuteries, par exemple, qui contiennent des nitrites, lesquels se transforment en nitrosamines, des composés qui sont classés, cancérogènes, certains d'ailleurs. Donc un bon levier de prévention très concret à partager à vos proches qui sont viandards et pour qui la charcuterie est un plaisir absolument non négociable, qu'à cela ne tienne, aucun problème. Au lieu de leur dire d'arrêter ou de diminuer radicalement leur consommation de charcuterie, eh bien peut-être proposez-leur d'accompagner leur planche de charcuterie avec, pourquoi pas, quelques bâtonnets de crudité et du houmous. Ces fibres vont venir tapisser la muqueuse intestinale, diluer les composés agressifs et accélérer leur évacuation. Donc au final, on aura moins de temps de contact avec cette muqueuse intestinale. Donc si on résume pour cet épisode un peu santé, atteindre ces 30 grammes de fibres, ou en tout cas tendre vers ces 30 grammes de fibres, c'est pas qu'une affaire de transit, c'est aussi une affaire de santé, une santé individuelle, collective. Alors j'imagine que vous vous dites peut-être: «Tout ça, c'est bien mignon. C'est parfait en théorie, mais dès que j'ajoute des fibres à mes repas, eh bien mon ventre devient un ballon de baudruche». C'est vrai que c'est un obstacle que rencontrent beaucoup de mes patients, patientes et c'est tout à fait, dans le prochain épisode, on va voir pourquoi votre système digestif réagit ainsi et surtout quelles solutions apporter pour profiter de tous ces bienfaits en diminuant l'inconfort, en tout cas je l'espère. Bon, là, on est au point où vous avez suivi les recommandations, vous avez ajouté des légumineuses et ou des légumes croquants à votre assiette et pourtant, le résultat n'est pas celui que vous aviez espéré. Votre ventre est tendu, douloureux, peut-être ballonné. Beaucoup d'entre vous concluent alors: «Mon corps ne supporte pas les fibres», y compris les influenceurs non professionnels de santé qui développent des modes de vie raw meat, c'est-à-dire viande crue, car sans fibres, la fête est plus folle, j'ai envie de vous dire. Sans filtre, oui, je dis ce lapsus. Ils n'ont plus de problèmes digestifs et que donc, si ça a marché pour eux, ça marchera pour vous. Ça oubliez bien vite les différents rôles des fibres qu'on a vus précédemment. Et même sans être influenceur, influenceuse carnivorisme, si vous ressentez des ballonnements ou des sensations de distension abdominale, c'est important de ne pas le nier ni de s'y habituer, ça me semble important de le rappeler. Alors, première observation pour aller un peu dans votre sens, les crudités. Par définition, j'ai envie de vous dire, c'est plus compliqué de les digérer que ce qu'on appelle les cuidités dans le langage diététique, c'est-à-dire les légumes cuits, puisque justement, un des jobs de la cuisson, c'est d'attendrir les fibres, de les pré-digérer, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour cela qu'avant une épreuve sportive, on privilégie plutôt le cuit que le cru, justement pour faciliter le confort digestif avant et pendant l'effort. Donc,
Donc c'est pas vous, ce n'est pas une vue de l'esprit si jamais c'est un peu moins confort de digérer des crudités. Alors en préambule, je me permets de re-rappeler la base de chez base, mais on ne sait jamais. Mastiquer soigneusement réduit la taille des particules alimentaires, ce qui laisse moins de résidus non digérés dans le côlon et donc produit moins de gaz. Je ne fais pas plus long dans ce format-là d'épisode court. Je vous mets le lien de mon épisode en description qui est dédié à la mastication. Je crois que c'est l'un des 3 ou 4 premiers, il me semble, de Dans la poire. Donc ça remonte à il y a 5 ans quand même. Ensuite, il y a des techniques de préparation culinaire pour améliorer la tolérance digestive. Sachez que plus vos légumes sont râpés, vos légumes crus hein, bien sûr, sont râpés ou émincés finement, plus la cellulose est fragmentée. Imaginez un peu que chaque cellule d'un légume est protégée par une sorte de petites pellicules solides, rigides. C'est la paroi cellulaire qui est composée de cellulose et c'est elle qui donne leur croquant aux carottes ou leur tenue aux feuilles de salade. Techniquement, c'est une fibre insoluble que l'être humain est incapable de casser, en tout cas dégrader tout seul, car nous ne possédons pas les enzymes, les ciseaux chimiques, comme on a vu, nécessaires pour la découper, la dégrader. Donc lorsque vous râpez ou émincez finement vos légumes et que vous mâchez bien, ce que vous faites, c'est que, un, vous brisez mécaniquement les fameuses parois, la lame du robot ou de la râpe va fragmenter physiquement ces petites boîtes de cellulose à la place de vos dents. Donc ça, c'est une prédigestion mécanique. Vous augmentez la surface d'attaque. Attaque, je pourrais mettre des guillemets, quoique. En gros, plus le légume est coupé finement, plus il y a de portes d'entrée pour vos sucs digestifs, pour votre salive. Au lieu d'attaquer un gros bloc compact, vos enzymes peuvent travailler directement sur des centaines, des milliers de petites surfaces en même temps. Je pense notamment à l'amylase salivaire, donc une enzyme qui est située dans votre salive. Ensuite, troisième point, vous facilitez le travail des bactéries en arrivant dans le côlon. La cellulose déjà fragmentée est beaucoup plus facile à transformer pour votre microbiote, à dégrader si vous voulez, et ça limite la production excessive de gaz et donc les ballonnements. Il y a d'autres techniques de préparation culinaire, là on a parlé du râpage, coupage, etc. C'est l'osmose avec le sel. Ça c'est une technique qui est connue depuis la nuit des temps. En salant des légumes comme le concombre ou la courgette, donc vraiment plutôt des légumes riches en eau, et en les laissant dégorger, vous faites sortir une partie de l'eau des cellules du végétal. Donc la fibre devient moins rigide, plus digeste. Ensuite, il y a la marinade, le fait de mélanger un acide comme le citron, le vinaigre et de l'huile va créer une sorte de pré-cuisson chimique, mais sans chaleur. Ça attendrit la fibre et ça facilite l'action ultérieure de vos enzymes digestives. Et mine de rien, ces petites transformations-là, elles sont pas neutres, elles facilitent le reste du parcours puisque il y a moins de mastication. Comme il y a moins de résistance mécanique du légume, vos dents auront moins d'efforts à fournir pour broyer l'aliment. Accès facilité pour vos enzymes, on en a déjà parlé sur le fait que la fibre soit fragmentée et que donc elle offre une plus grande surface de contact, ce qui fait que vos enzymes digestifs, là, les fameux petits ciseaux, peuvent les dégrader plus rapidement, plus efficacement. Et par la suite du parcours, ça limite le risque de fermentation brutale par les bactéries et ça limite donc les ballonnements. Voilà, si jamais vous connaissez ces symptômes-là et que vous ne trouvez pas de solution, dites-le moi en commentaire de cet épisode, soit sur Apple Podcast ou soit sur Spotify ou sur YouTube. Peut-être que je ferai un épisode spécialement dédié aux troubles digestifs si jamais c'est un sujet qui vous botte, entre guillemets. Si vous voulez diminuer la production de gaz, de ballonnement et autres symptômes, je vous invite à vous procurer mon Crudibook en ce moment puisque je détaille tous ces points dans le bonus qui est situé à la fin de l'ouvrage, dans le grand guide anti-ballonnement. J'explique toutes les stratégies pour y aller progressivement, étape par étape. Je vous indique aussi quel légume est le mieux pour l'osmose, quel légume convient mieux pour la marinade. C'est un guide qui fait 25 pages. C'est vrai que ça a l'air long comme ça, mais ça valait le coup de creuser cette question pour trouver des solutions efficaces. Dernier point, si vos ballonnements sont systématiques, très douloureux et ou s'accompagnent de troubles du transit persistants comme les alternances de diarrhée ou de constipation sévère, il est possible que vous souffriez d'une pathologie fonctionnelle. Je pense notamment au syndrome de l'intestin irritable, SII, à la maladie de Crohn ou à la RCH, ou alors au SIBO qui est une prolifération bactérienne anormale dans l'intestin grêle. Dans ces cas précis, la règle de
30 grammes par jour de fibres ne s'applique pas de la même manière parce que certaines fibres, et surtout celles qui contiennent certains sucres fermentescibles, les fameux FODMAP, peuvent vous poser problème. Donc si c'est le cas, vous consultez un médecin ou un gastro-entérologue qui en connaît un rayon sur ces questions pour poser un diagnostic précis et éliminer toute autre cause médicale. Ou sinon, faites-vous accompagner par un diététicien spécialisé. Par exemple, le protocole de réduction des FODMAP, c'est un outil qui peut être assez adapté, mais qui est complexe à maîtriser. Il doit être temporaire, il doit être encadré pour éviter les carences et ne pas abîmer aussi votre relation à l'alimentation. Peut-être avez-vous déjà vécu le piège du volume, c'est-à-dire que vous vous préparez une énorme salade composée à midi, vous finissez le repas avec le ventre bien tendu, vous vous sentez rempli, et pourtant, à 15h30, vous avez une faim de loup. C'est ce que j'appelle le piège du volume, sous-entendu le volume alimentaire, et pour comprendre pourquoi ça arrive, il faut distinguer deux mécanismes très différents, le rassasiement, ce qui vous fait arrêter de manger, et la satiété, le fait d'être calé entre deux repas. Alors, le rassasiement. Le rassasiement, c'est un signal mécanique, mais pas que. On a un effet volume, c'est-à-dire que les fibres rentrent dans l'œsophage puis dans l'estomac. Elles vont gonfler dans votre estomac, surtout les fameuses fibres solubles qui forment un gel. Et puis, elles vont étirer un tout petit peu les parois de votre estomac. Il va se distendre, mais alors légèrement. Ensuite, il y a le message qui est envoyé. Cet étirement va activer des capteurs de pression. Ce sont des capteurs de pression, de tension qui sont situés dans les couches musculaires de la paroi stomacale. Stomacale, c'est un mot compliqué pour dire estomac, en gros. On pourrait presque les appeler les barorécepteurs digestifs parce que leur rôle, c'est précisément de mesurer la pression exercée par le contenu du repas sur les parois. Et ces signaux, ils vont remonter instantanément par le nerf vague jusqu'à votre cerveau dans une zone appelée l'hypothalamus. C'est là que le cerveau interprète cette tension physique comme un message. C'est bon, on est plein, tu peux arrêter de manger. Et donc quand je vous dis de bien mâcher, bien mastiquer, c'est là que ça prend tout son sens, puisque si vous engloutissez vos fibres sans les broyer, le signal n'a pas le temps d'arriver au cerveau avant que vous n'ayez trop mangé. Et ça, c'est aussi vrai pour les autres aliments plus riches en protéines, lipides, glucides. Je précise que le rassasiement, c'est une mécanique subtile. Elle dépend aussi de votre état de stress, mais aussi du fait que le repas soit agréable pour vos sens. C'est pas qu'une histoire de texture, loin de là. Deuxième mécanisme, la satiété. Pourquoi est-ce qu'on a faim 2 heures après si l'estomac était plein? Je comprends pas. La satiété, elle est chimique et hormonale. Pour que votre cerveau reste tranquille pendant, et votre corps aussi, j'ai envie de vous dire, pendant 3h30, 4 heures, 5 heures, il a besoin que votre intestin sécrète un cocktail de tranquillité, entre guillemets. En ralentissant la digestion, les fibres permettent à votre intestin de libérer progressivement des hormones comme le GLP-1 et le peptide YY. GLP-1, peut-être que ça vous dit quelque chose puisque depuis un an et demi, on en entend beaucoup parler puisque les médicaments type Ozempic et autres sont des analogues du GLP-1 justement. Je referme la parenthèse. Ces hormones-là, elles agissent comme un coupe-faim et votre cerveau, plus précisément la zone de l'hypothalamus, c'est comme une sorte de comptable. Euh, il reçoit deux informations. L'information mécanique, est-ce que l'estomac est tendu ou pas? Et ça, on a vu le rôle des fibres avec les récepteurs, les mécanorécepteurs de l'estomac. Et l'information métabolique, est-ce qu'il y a assez de nutriments qui arrivent dans le sang? Donc concrètement, si vous mangez uniquement des fibres et de l'eau, je caricature, mais une salade de concombre sans rien d'autre, vous envoyez le premier signal, mais le deuxième manque à l'appel. Et donc, au bout de 30, 60, 80 minutes, quand l'eau a quitté votre estomac, votre cerveau fait le bilan. On a eu du volume, mais où sont les acides aminés, les protéines, les acides gras, les lipides, et le glucose? S'il n'y a rien, peut paniquer et déclencher une faim de compensation qui peut vous pousser vers des aliments plus denses énergétiquement. Et c'est pour ça qu'il me semble intéressant et intelligent de voir plutôt les fibres comme un système de livraison prolongée, comme un convoi sécurisé. Si le camion, on va dire que c'est les fibres, ben, il est vide, il traverse votre système et puis basta, on passe à autre chose. Mais si le camion est rempli de nutriments, avec des protéines, du gras, des glucides complexes, les fibres vont enjoindre ces nutriments à être libérés plus lentement tout au long de votre tube digestif. Et c'est cette diffusion lente qui va maintenir votre glycémie stable et vos hormones de satiété.
Donc à retenir, les fibres toutes seules sont utiles pour le rassasiement. Les fibres au sein d'un repas complet et consistant favorisent la satiété, la durée pendant laquelle vous allez être désintéressé de la nourriture pendant X heures. Donc encore une fois, c'est pas uniquement un balai intestinal, les fibres sont aussi les gardiennes de votre tranquillité mentale pendant plusieurs heures. Mais reste une autre question, si les fibres aident à réguler l'appétit, quel est leur impact sur la régulation du poids? Alors, je choisis de parler du poids parce que c'est pas un territoire que je souhaite laisser aux vendeurs, vendeuses de régimes restrictifs, même si le poids est un sujet glissant à bien des égards, il me semble important de l'aborder, même dans des formats un petit peu plus courts, comme cette mini-série. Celles et ceux qui traversent un ou des troubles des conduites alimentaires, je vous invite à faire preuve de vigilance quant à ce que mes propos pourraient activer en vous, voire d'arrêter l'écoute de cet épisode et peut-être de faire quelque chose d'agréable, de bon pour vous, peu importe ce que ça sera, quelque chose de bon pour vous. Vraiment, j'insiste un peu, même si vous appréciez mes contenus, je vous invite à vous protéger et à faire quelque chose d'autre. Allez, là, maintenant, tout de suite. Factuellement, les fibres ont un atout majeur, c'est la faible densité calorique. Comme nous l'avons vu, elles occupent un volume important dans l'assiette et dans l'estomac, mais elles n'apportent presque aucune énergie, entre 0 et 2 kcal pour 100 grammes contre 4 kcal pour les glucides ou les protéines et 9 kcal pour les lipides. Je rappelle que je ne mets pas de valeur morale sur les aliments faiblement caloriques ou hautement caloriques. Je décrit simplement les choses, c'est plutôt un constat. Donc c'est un levier mathématique assez simple, quasi simpliste, j'y reviendrai dans quelques minutes, si on ne tient compte que de la vision caloricentrée. À volume égal, une assiette riche en fibres contient moins d'énergie qu'une assiette comprenant des aliments plus riches en protéines et en glucides et ou en lipides. Donc là, je décris deux phénomènes qu'on a vus un peu dans l'épisode précédent. D'une part, elles occupent un volume important dans l'assiette et dans l'estomac et sont plus faibles en calories que d'autres aliments. C'est la raison pour laquelle les vendeurs et les vendeuses de régime poussent à la consommation et parfois à la surconsommation de fibres. C'est parce qu'elles prennent de la place pour pas cher, je mets vraiment des énormes guillemets pour pas cher, sur le total calorique de la journée. Et d'autre part, parce qu'elles aident à maintenir une bonne satiété lorsqu'elles sont intégrées au sein d'un repas complet. Là aussi, on l'a vu dans l'épisode précédent, je ne vais pas plus loin. Citons aussi quand même un autre mécanisme, c'est un peu ce que j'appelle la satiété seconde vague, c'est le message de vos bactéries. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode précédent, je vous ai dit que les fibres sont une sorte de festin de vos bactéries. En mangeant, je vais super vite, ces fibres, vos bactéries les fermentent et produisent des molécules bénéfiques, les acides gras à chaîne courte, AGCC. Vous avez peut-être déjà entendu parler du butyrate, mais on peut citer aussi le propionate ou l'acétate. Et ces acides gras à chaîne courte, les AGCC, eh bien ce sont de véritables messagers chimiques qui vont venir toquer à la porte de vos cellules entéro-endocrines. Vous vous rappelez, je vous ai parlé il n'y a pas longtemps des capteurs de pression qui sont situés dans l'estomac. Eh bien, les cellules entéro-endocrines, elles, ont des capteurs chimiques situés tout au long de l'intestin. Et imaginez que ces cellules, elles possèdent à leur surface des récepteurs qui fonctionnent un peu comme des serrures, les nutriments, les protéines, les matières grasses ou les produits de fermentation des fibres, nos fameux AGCC, sont les clés. Donc quand une clé, entre guillemets, active la cellule, celle-ci répond en libérant des hormones, les fameux messagers dont on parle aujourd'hui, le GLP-1 et le peptide YY. Le GLP-1, il va d'abord dire à votre estomac, ralentis, laisse-nous le temps de traiter ce qui arrive. Du coup, les aliments restent un peu plus longtemps dans l'estomac, ce qui prolonge la sensation de plénitude physique, puis voyage jusqu'à votre cerveau pour envoyer un signal de satiété et diminuer l'intérêt pour la nourriture, je vous en avais parlé. Et le peptide YY, lui, il va mettre en sommeil les neurones qui stimulent la faim et activer ceux qui favorisent la satiété. Et donc c'est grâce à lui que vous ne ressentez pas le besoin de grignoter 2 heures après le repas. Il stabilise votre état de non-faim. Après, on peut quand même avoir envie de grignoter 2-3 heures après le repas, voire 1 heure après, parce que, on a envie. C'est tout, voilà. Faut pas il y a des mécanismes, qui sont pas uniquement, physiologiques, mais qui sont,
émotionnelle, sensorielle, voilà, c'est un peu tout ce qui fait notre humanité complexe. Alors parmi ces cellules, il y a une catégorie qui nous intéresse particulièrement, les cellules L. Les cellules, elles sont présentes à la toute fin de l'intestin et dans le côlon, et c'est précisément là que les fibres fermentées viennent les stimuler. C'est ce signal métabolique qui dit à votre cerveau, le travail de digestion est en cours, l'énergie arrive, tu peux rester calme, tu peux rester rassasié. Donc si on résume, les fibres, elles vous rassasient pendant que vous mangez grâce au volume alimentaire, et les produits de fermentation vous gardent rassasié bien après grâce aux substances qu'elles libèrent. Les études, j'essaierai d'en mettre deux trois en description parce qu'il y en a quand même pas mal, je vous avoue. La tendance générale, elle est plutôt claire. Une consommation de fibres, et particulièrement de fibres solubles, qu'on trouve dans les carottes, les asperges, les graines de chia, la poire, la pomme, les agrumes et la majorité des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, est associée à une perte de poids modeste, mais surtout à une meilleure stabilité du poids sur le long terme. Bon, ok, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se gave de fibres pour réguler notre poids? C'est un peu plus nuancé que ça. D'une part, ajouter des fibres pour perdre du poids en mode je suis déter, je mets plein de fibres dans mes assiettes. Si c'est trop éloigné de vos habitudes éducatives ou culturelles ou de tous les jours, ça ne va durer qu'un temps. Il y a de fortes chances ou de risques, selon que vous preniez les choses, et bien que vous reveniez naturellement dans le temps à vos habitudes alimentaires. D'autre part, utiliser les fibres comme une sorte de coupe-faim magique pour ne surtout pas manger peut dériver vers un comportement de contrôle excessif, au minimum l'orthorexie. Et là, on se déconnecte totalement de ces sensations de faim et de satiété réelle. On remplace l'écoute du corps par une règle extérieure. Je dois manger X grammes de fibres et point barre. C'est pas du tout le but de cet épisode, c'est plutôt de faire un point et de se dire, tiens, où j'en suis, moi, de ma consommation de fibres? Est-ce que je peux m'ajuster? D'ailleurs, ça me donne une idée pour la newsletter parce que en parlant là de cette histoire de 30 grammes de fibres, je me dis que c'est peut-être un peu trop théorique ou conceptuel. Voilà, c'est peut-être pas facile pour vous de se figurer, ça représente quoi 30 grammes de fibres? Est-ce que c'est si difficile que ça de l'atteindre, ou en tout cas de tendre vers ces recommandations? Peut-être que d'ici la fin de semaine, si j'ai le temps, je vous ferai un document pratique à télécharger et je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Si j'ai eu le temps de le faire, j'essaie de pas trop me mettre de trucs à faire dès que j'ai des idées parce que après je me sens obligé de les faire, et si je les fais pas, ben je sais que pour vous, vous m'en tiendrez pas rigueur, mais moi je m'en tiendrai rigueur parce que je respecte pas ma promesse. Et donc bref, voilà, j'essaie de composer un peu avec, être utile et être, le plus, je sais pas, moi, le plus aidant possible par rapport à ce que j'essaie de transmettre, et que voilà, en fait, la nutrition simplement, quoi, et la diététique, simplement. Et dans le même temps, bah, je suis seul pour tout faire, et en tant qu'artisan, parfois c'est dur. Il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous parle, peut-être pour cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas encore, mais si ça vous parle cette histoire de 30 grammes, ou si quand même le fait d'avoir, soit, peut-être, une journée de menu ou 3 journées de menu avec des configurations différentes, bah, ça vous donnerait mine de rien des repères pour voir un peu si vous êtes dans les clous ou si vous êtes, très loin. Je pense que c'est important. Du coup, je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire. Mettre des fibres pour mettre des fibres, ça n'a pas, d'intérêt sur, le court, moyen, long terme. En fait, si vous appréciez pas le truc, si vous avez pas d'idée, si pour vous les crudités, c'est celle de la cantine, ça vous rappelle des sales, des sales moments de repas, si c'est associé à des émotions désagréables, ça va être compliqué pour vous, hein. Moi, je vous avoue que un bon moment, je suis resté bloqué sur les crudités de la cantine, là, ces fameuses betteraves ou ces fameuses carottes râpées avec une sauce super moutardée et tout. Pendant longtemps, ça n'a pas été une grande histoire, en fait. En revanche, et c'est tout le pari de mon Crudibook que je publie en ce moment, faire des tests, des explorations, trouver des associations agréables pour, voilà, ne serait-ce que mettre un petit step, un petit pas, et peut-être de rajouter, allez,
un jour sur 2, une crudité, voire un jour sur 3 au début, bah, voilà, une petite portion de légumes crus par-ci par-là, eh bien ça augmente votre apport en fibres sur la journée et sur la semaine. Et c'est aussi pour ça que je me suis remonté les manches là pour ce fameux Crudibook. C'était que mes patients et patientes étaient en mode, ben moi l'hiver, c'est pas ouf. Les légumes crus, franchement, navets, betteraves, choux, rutabagas, c'est pas ouf quoi. Donc pour tout vous dire, je me suis remonté les manches pour mes patientes, mais égoïstement, un peu pour moi-même, parce qu'il me sert un peu au quotidien. Pour être transparent, ça m'a bien servi de faire des recherches, parce que j'ai trouvé des associations un peu farfelues, un peu rigolotes, qui moi me convenaient aussi, me permettaient, ben voilà, de mettre un peu plus de ouais, de folie, ou de petits grains de folie, de disco dans mes assiettes. C'est un peu ça. Dans une de mes recettes, je sais plus, je crois que c'est en page 16, il y a des pop-corn, du chou et des clémentines. Ben moi, je préfère que ça vous donne envie et que vous reproduisiez cette recette de temps en temps, plutôt que vous continuiez à vous dire que, bah, de toute façon, les crudités, c'est fade et c'est nul. En tout cas, c'est mon pari. J'espère l'avoir tenu, même si je sais que je suis à contre-courant des recettes d'hiver qui font la part belle aux soupes et autres plats en hête, tartiflette, raclette. Mais bon, ça me va, c'est un parti pris, j'assume. Je termine par un dernier point sur l'éviction nutritionnelle, qui pourrait être aussi une sorte de limite à ouais, les fibres, c'est top pour perdre du poids. L'estomac, il a une capacité limitée. Si on le remplit exclusivement ou très majoritairement de fibres, très volumineuses mais peu denses en énergie, on risque de ne plus avoir de place pour d'autres nutriments qui sont essentiels. Les protéines pour les muscles et la production de neurotransmetteurs, les glucides également pour le rôle d'énergie, mais aussi pour le rôle de neurotransmetteur, il y en a quelques-uns aussi, et les matières grasses pour le cerveau, les hormones, pour le rôle d'isolant thermique. Bref, il y a plein de rôles pour ces fameux lipides. Donc les fibres alimentaires, c'est très chouette, mais c'est pas miraculeux. C'est du plus pour votre santé, pour vos sensations alimentaires, et ou pour la régulation du poids. En tout cas, ça participe à la régulation du poids, mais l'idée, c'est pas de faire un focus trop rigide ou de faire naître une nouvelle injonction. S'il n'y a pas 30 grammes de fibres par jour, on a un peu raté sa journée. Je crois qu'il y a assez d'injonctions comme ça. Les fibres, bien entendu, je fais ce rappel en fin de 5e épisode, vous les trouvez, tout va bien, vous les trouvez dans les céréales complètes, les légumineuses, les oléagineux comme les noix, noisettes, amandes, mais aussi les fruits et légumes de saison, y compris les fruits crus. En tout cas, j'ai essayé de faire ma part pour réconcilier crudité avec plaisir des yeux, plaisir de l'odorat, plaisir gustatif. J'espère que vous trouverez des idées sympas dans ce fameux Crudibook. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode si vous voulez mettre du peps dans vos assiettes. Et bien voilà, c'est la fin de cette mini-série. J'en ai peut-être encore sous le coude parce qu'il y a un truc dont j'aimerais vous parler. Peut-être pour un épisode bonus demain matin. Là encore, si j'ai le temps, je me laisse de la flexibilité, je me laisse un petit peu de... comment dire ça? De possible aussi pour moi, parce que j'ai besoin de lire et de prendre le temps et de faire des choses aussi agréables pour moi. Donc voilà, respect du rythme, respect du rythme humain. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire, et que vous aussi peut-être ouais, vous êtes aussi à la recherche de ce rythme-là, de ce tempo un petit peu équilibrant pour vous, pour vos vies. Ce sera la surprise, je vous en dis pas plus. Petite montée d'émotion. Quand je parle de rythme ou de tempo, c'est peut-être que c'est un peu important pour moi en ce moment ouais, de commencer à le trouver, je crois. Je crois que c'est important de commencer à trouver ce tempo qui soit plus adapté en fait aux besoins de l'être humain que je suis, et que bah oui, 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 notre monde, notre organisation sociétale est pas tout à fait pluguée sur nos besoins.
Bon, j'ai mis du temps à faire le bonus, mais j'avais besoin de me reposer, comme ça fait partie peut-être, non pas de mes bonnes résolutions, mais plutôt de ce à quoi j'aspire, un espèce de ouais, bah, d'équilibre, hein, je vous en parlais dans l'épisode. Voilà, ce à quoi j'aspire, d'avoir des moments de repos prolongés, sans pression, de publier tel jour, telle heure. Bah, j'ai pris le temps, vendredi, j'ai pris le temps ce week-end pour, voilà, pour, me reposer et parfois avoir des moments de faire rien. Voilà. On va parler des oxalates. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque époque, comporte, son lot de peurs alimentaires concernant les fibres et plus particulièrement les crudités. Au 19e siècle, de nouvelles peurs alimentaires émergent en raison des progrès de la science, notamment la compréhension des maladies infectieuses. C'est l'époque des grandes pandémies de choléra qui ravagent l'Europe. Avant même que le germe du choléra ne soit identifié, les médecins constatent que la maladie provoque de violentes diarrhées et soupçonnent une origine alimentaire. Par mesure de précaution, les autorités sanitaires émettent des consignes: éviter les crudités, les fruits non cuits, l'eau non bouillie, etc. Après la théorie des miasmes, la découverte des microbes par Pasteur, puis de certaines parasitoses digestives, eh bien cela incite à la plus grande vigilance vis-à-vis des crudités. On apprend que les légumes arrosés d'eau souillée peuvent transmettre des parasites ou des bactéries pathogènes. L'eau de cresson des ruisseaux est identifiée comme source de la douve du foie, qui est une maladie du foie, chez les amateurs de cresson cru. Et le discours médical popularisé insiste: il faut laver à grande eau vinaigrée toutes les crudités, ou mieux, les ébouillanter légèrement. Les manuels d'hygiène conseillent d'ailleurs de ne jamais mélanger les aliments crus avec les aliments cuits, par crainte de transmission microbienne croisée. C'est un principe de sécurité alimentaire toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà, donc là, c'était une anecdote culturelle. Vous pouvez en retrouver d'autres, toutes les 5 recettes dans mon Crudibook, qui est actuellement en vente. Je reprends le fil des peurs alimentaires. En gros, c'était une petite intro pour vous expliquer que les peurs alimentaires traversent les âges, les cultures, les siècles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un niveau de crainte qui est important, des infos anxiogènes assez, peut-être pas massivement, mais régulièrement diffusés autour des oxalates, si j'en juge des titres, des contenus sur internet ou de certaines vidéos très sérieuses et très anxiogènes sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, because algorithm is the new perversion de nos jours. Alors je vais essayer de débroussailler un petit peu les grandes lignes. Les oxalates, qu'est-ce que c'est et de quoi on les accuse? L'acide oxalique ou oxalate, c'est une petite molécule que l'on trouve dans le règne végétal. Alors pourquoi est-ce qu'elle est là? Eh bien pour la plante, c'est un outil de survie. Elle s'en sert pour réguler son calcium, puisque oui, elle a du calcium, la plante, ou pour se protéger des prédateurs. Dans certaines plantes, cet acide forme ce qu'on appelle des raphides, RAPHIDES. Ce sont de minuscules cristaux en forme d'aiguilles de carbonate de calcium. Et si un insecte croque la plante, ces aiguilles créent une véritable micro-irritation physique. Et ça, c'est toute l'intelligence défensive du monde végétal qui s'adapte à des nuisibles et des prédateurs. Ok, super. Et en quoi ça nous concerne, nous les humains, hein? Et c'est là que le bas blesse sur les réseaux sociaux, puisque je vois pas mal de simplifications passer. On nous dit: si ça pique les insectes, qui sont des êtres vivants, ça doit forcément nous transpercer l'intestin à nous. En tout cas, c'est pas bon pour nous. Alors déjà, c'est un mécanisme de défense d'une plante pour décourager les prédateurs, mais notre système digestif à nous et notre microbiote sont équipés pour gérer parfaitement ces structures dans le cadre d'une alimentation variée, équilibrée si vous voulez. Pour nous, les humains, l'accusation, elle se joue plutôt sur 2 tableaux. Il y a la question de l'absorption, c'est-à-dire qu'on accuse ces fameux oxalates d'être des piégeurs, des voleurs de minéraux. Comme ce sont des molécules très réactives, dès qu'elles croisent du calcium, du fer ou du magnésium dans votre tube digestif, elles s'y agrippent. C'est ce qu'on appelle la complexation. Résultat, l'oxalate pillerait une partie des minéraux de votre repas, les rendant indisponibles pour votre corps. Autre gros dossier, entre guillemets, la cristallisation. Une fois que ces oxalates passent
dans votre sang, même si ce n'est qu'une toute petite partie, en fait c'est entre 2 et 15% des oxalates ingérés, eh bien ils doivent être éliminés par vos reins. Et si vos urines sont trop concentrées, ces oxalates-là peuvent s'associer au calcium pour former des cristaux de plus en plus gros, et ça c'est l'origine de la majorité des calculs rénaux. Certains vont même plus loin aujourd'hui en les accusant de créer une porosité intestinale, voire de se loger dans nos articulations ou nos tissus, et disent en gros que c'est pro-inflammatoire, alors que le niveau de preuve scientifique aujourd'hui en tout cas ne permet pas de l'affirmer. Alors est-ce qu'on doit arrêter les jus verts, les salades de jeunes pousses d'épinards? Pour la majorité d'entre nous, pas vraiment, je ne vais pas faire durer le suspense. L'oxalate ne devient un problème pour vos reins que s'il arrive seul dans votre sang. Mais en gros, si vous consommez du calcium pendant le même repas, un repas riche en oxalate, le mariage, entre guillemets, se fait dans l'intestin et pas dans les reins. En gros, si vous consommez un aliment riche en calcium au cours du même repas, des choux, un laitage, des sardines ou même une eau minérale plus riche en calcium que la moyenne, eh bien, le calcium va se lier à l'oxalate directement dans votre tube digestif. Ils formeront ensemble un complexe, c'est la fameuse complexation qu'on retrouve, un complexe trop gros pour passer dans votre sang. Donc, résultat, l'oxalate sera piégé et évacué naturellement par vos selles. Ensuite, deuxième paramètre super important, on l'oublie peut-être un petit peu souvent, mais le risque de voir des cristaux se former dans vos reins dépend avant tout de la concentration de vos urines. Les études convergent pour démontrer qu'une hydratation optimale réduit le risque de récidive de calcul de 55%. Donc là, c'est assez simple. Si vous mangez beaucoup de végétaux crus, qui sont d'ailleurs eux-mêmes riches en eau, assurez-vous de boire suffisamment tout au long de la journée pour que vos urines restent claires. Allez, claires à légèrement troubler le soir. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a quand même des personnes qui peuvent être concernées par cette histoire d'oxalate? Il existe quand même quelques situations spécifiques où la vigilance est de mise, notamment celles et ceux qui ont des antécédents de calculs rénaux. Si vous avez déjà eu une colique néphrétique, votre risque de récidive est de 50% dans les 10 ans. Tout ce qui est pathologie intestinale, vous savez les fameuses MICI, maladie de Crohn, RCH, rectocolite hémorragique, chirurgie bariatrique aussi. Quand l'intestin est inflammé ou court-circuité, il absorbe beaucoup plus d'oxalate que la normale. C'est ce qu'on appelle l'hyperoxalurie entérique. Citons aussi les maladies rénales chroniques. Si les reins filtrent déjà un peu moins bien, ils s'épuisent plus vite face à une charge importante d'oxalate. Et enfin, les hyperoxaluries primaires, c'est une maladie génétique très rare où le foie fabrique massivement trop d'oxalate indépendamment de ce que vous mangez. En dehors de ces cas, si vous vous hydratez suffisamment tout au long de la journée et que vous mangez des aliments riches en calcium au cours du même repas, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Mais si jamais vous avez des doutes et que vous voulez poursuivre l'analyse, je vous mets un lien vers un article très bien fait d'Anthony Berthoud. Il est très technique et scientifique, autant l'article que la personne. Donc, faut un peu d'attention, mais ça vaut la peine quand même si jamais, dans votre famille, vous avez des antécédents de pathologie rénale et que vous voulez pousser l'analyse un peu plus loin. On apprend beaucoup de choses. Voilà, clap de fin pour cet épisode sur les fibres alimentaires. J'espère que ça vous a appris des choses et que vous avez mieux compris pourquoi c'était souvent chouette de manger des aliments riches en fibres. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un commentaire sur la plateforme de votre choix pour que dans la poire, ce podcast reste gratuit et accessible à toutes et tous pour de longues années. Quant à moi, je file sur ma semaine. J'espère que la vôtre sera ensoleillée ou en passe de l'être, en tout cas au moins dans vos cœurs. Je vous souhaite un bon appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.